qui peut être habité par l'individu. Mais maintenant, nous voulons aussi nous articuler sur la gestion de la pulsion, parce qu'il y a trois mécanismes, trois énergies. Il y a l'énergie pulsionnelle, l'énergie libidinale et le désir. Bon, cela nous accorde un peu plus d'intérêt sur la notion. Maintenant, on peut comprendre ou on peut remonter aux origines du désir à partir de quelques moments que nous allons présenter ici. Il faut d'abord se demander s'il existe un désir qui ne soit pas sexuel. Existe-t-il un désir qui ne soit pas sexuel? C'est une interrogation et nous allons essayer de voir dans quelle mesure répondre à cette interrogation. Alors, pour cette préoccupation, il y a des approches psychodynamiques et les approches psychanalytiques, notamment, qui apportent un éclairage pour nous permettre d'avoir une tentative de réponse situant le désir dans le champ complexe de la dynamique inconsciente. Donc, le désir qui accompagne la libido ou qui se manifeste par le dégagement d'une pulsion rentre dans la complexité de la dynamique inconsciente. Ainsi, on peut attribuer plusieurs sources, mais nous voulons nous articuler sur deux en ce qui concerne le désir. Notons pour la première source. Pour la première source, nous voulons dire qu'elle est interne. La source relevant de la pulsion est interne, c'est-à-dire qu'elle est une force à la limite du biologique et du psychologique, poussant un sujet à agir et se caractérisant à la fois par une source, un objet et un but. La force interne qui pousse un individu à agir, c'est ce que nous appelons la pulsion. Et cette force-là peut se dégager sur le plan corporel en fonction des différents moments ou des différents secteurs qui constituent l'organisme. Donc, le niveau de manifestation sexuelle ici, général, est identifié à la libido. Et la libido elle-même étant une énergie contenue dans la pulsion. Ça veut dire que c'est la manifestation pulsionnelle qui contient l'énergie libidinale. Et cette énergie libidinale oriente donc la recherche du plaisir en fonction de l'objet et du but. Sauf que le sexuel vu ici renvoie à tout ce qui procure du plaisir au corps ou à tout ce qui procure du plaisir à l'individu. Donc, dans cette tendance où nous avons à la base une pulsion qui se manifeste ou alors qui porte l'énergie libidinale, cette pulsion et le dégagement de cette énergie libidinale caractérisent la sexualité dans le sens de tout ce qui procure du plaisir au corps. Peut-être que avec les questions, on pourra revenir pour avoir des éclaircissements, des exemples sur tout ce qui peut procurer du plaisir au corps. On peut vouloir se faire une très belle coiffure, on peut vouloir se faire ceci. C'est une satisfaction inconsciente, comme nous l'avons dit plus haut, mais qui découle de la charge pulsionnelle qui se manifeste chez le sujet. Ainsi donc, cette énergie où l'être humain est doté d'un bagage biologique et à l'origine de tout comportement instinctuel attribuant ou contribuant au maintien de la vie. La faim, l'alimentation, pour ne citer que cela, à la défense, c'est-à-dire la combativité et l'agressivité.
et aussi à sa perpétuation par le biais de la reproduction. Et ici, nous faisons allusion à l'activité sexuelle. Le désir noyé donc à l'inconscient est une expression psychique de la pulsion et la libido, car liée à l'émotion et au plaisir. Je vais reprendre pour dire, le désir est noyé dans l'inconscient, qui s'exprime sur le plan psychique par la pulsion et la libido, qui sont liés au travers de l'émotion et du plaisir. Bon, maintenant, nous pouvons avoir une seconde source qui est externe et qui relève de l'objet pouvant être une chose ou une personne distincte, et extérieure davantage parce qu'elle passe par la représentation psychique élue pour satisfaire sexuellement la pulsion et la libido dans le désir orienté. Alors, le désir sexuel, en fonction des paramètres, c'est-à-dire l'âge, le sexe, l'état hormonal, mais aussi même le dégagement libidinal, caractérise les aspects fondamentaux à partir desquels le désir peut s'exprimer ou à partir desquels nous pourrons cerner la recherche de la satisfaction de l'individu. Bon, maintenant, nous voulons aller plus vite pour présenter comment est-ce que cela se manifeste chez l'individu homme et chez l'individu femme. Alors, chez l'homme, d'abord, le désir naît majoritairement de l'activité visuelle, c'est-à-dire que le champ perceptif sur le plan visuel de l'homme prédispose à la naissance ou l'émergence du désir. Il regarde, par exemple, il peut regarder les fesses, les seins, les jambes dénudées, etc., etc. Et cette seule vision lui donne envie d'entretenir des rapports intimes, par exemple, avec sa partenaire. Cela passe par la projection d'images directement sexuelles. La projection en elle-même étant aussi un mécanisme psychologique. Bon, maintenant, en ce qui concerne la femme, s'il faut déjà le dire, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, la sexualité féminine est beaucoup plus neuronale. Elle s'articule généralement sur des stimulations neuronales, mais passant par le corps également. Le désir sexuel chez elle est davantage alors stimulé par les autres sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat en l'occurrence. Il suffira par exemple d'avoir une perception odorante de son partenaire pour que, à un moment donné, le désir puisse être présent. Celui-ci prend parfois aussi chez la femme une dimension intellectuelle, voire même émotionnelle. Cela explique en partie la baisse de la libido qui s'observe chez la femme. Si donc le désir peut avoir un caractère intellectuel, c'est-à-dire le désir est raisonné, si maintenant le désir peut aussi avoir un caractère émotionnel et que la femme X ou Y sache gérer son pan émotionnel, il est possible qu'on constate une baisse de libido chez celle-là. Alors, certaines femmes ont besoin de se retrouver dans un contexte très précis pour avoir envie de se livrer à leur partenaire. Et cela toujours dans le sens de l'appréciation qu'elles en font. Chez la femme, une ambiance, un scénario ou une situation agréable peuvent déclencher le désir qui est donc moins lié à des choses directement sexuelles. Le désir chez la femme peut donc également être stimulé au-delà des aspects qui sont directement liés à la sexualité, conçue comme l'acte qui peut être engagé de suite
de l'élaboration d'un désir. Alors, selon une logique physiologique, on peut dire que dans les deux cas, tout part du système cérébral, tout part du cerveau, pour le dire classiquement. Le désir ne se construit pas à partir des mêmes bases cérébrales. Chez l'homme, le désir est déclenché par des zones archaïques du cerveau, celles de l'instinct notamment, et du réflexe. Donc, le désir peut également être instinctuel chez l'homme et un mécanisme de réflexe chez ce dernier. L'idée en arrière est toujours présente ici dans le sens de la procréation. Et de ce fait, celle-ci est liée à la continuation de l'espèce qui se veut une instance de perpétuation. Tandis que chez la femme, par contre, c'est la partie des émotions qui est convoquée. Le déclenchement du désir vient du système limbique, c'est-à-dire dans la constitution cérébrale. Il y a un système qui gère la recherche des émotions, notamment le système limbique, ce qui voudrait dire que la femme a besoin de stimulation émotionnelle profonde pour ressentir le désir. Je redis, la femme a besoin de stimulation émotionnelle profonde pour ressentir du désir. Maintenant, la différence entre l'homme et la femme, si nous allons nous arrêter là, peut-être avant de revenir selon le timing du panéliste, la différence entre l'homme et la femme se situe au niveau du scénario imaginé. Il est important de rappeler que l'homme est programmé pour éjaculer ou alors pour arriver à son éjaculation orgasmique au bout de 17 secondes sur le plan physiologique. Au regard de la programmation imaginaire, au regard de la programmation qui découle des scénarios qui sont entrés sur son champ perceptif et cognitif, il est programmé pour une éjaculation après 17 secondes. Évidemment, l'homme fait beaucoup plus d'efforts de prolonger ce plaisir, ce qui marque une vraie relation sexuelle ayant pour objectif la reproduction, tandis que chez la femme, le besoin n'y est pas pour tomber enceinte du moment où son plaisir passe par la stimulation, notamment de l'organe majeur appelé le clitoris, qui est une partie de son corps uniquement dédiée au plaisir. Ainsi donc, on peut arriver à catégoriser ou à le dire succinctement que chez l'homme, le désir est déjà programmé. Il va plus rapidement et chez la femme, il passe par une longue stimulation à travers les organes que nous avons essayé de vivre. Alors, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, merci. Je vais enlever le pin. OK, merci, docteur. Et toi, vraiment, beaucoup d'informations. Et nous nous rendons compte de la place, n'est-ce pas, que la sexualité a dans notre existence, n'est-ce pas, et la place du désir, n'est-ce pas, et la différence entre l'homme et la femme. Bon, nous allons revenir sur les questions plus tard. Merci, docteur et toi. Okay. Nous allons à présent inviter le docteur Véronique. Je ne vois pas. Le docteur Véronique, tu t'es connecté avec quel... Est-ce que tu peux parler pour que je te pine? Docteur Véronique? Élisée, arrête.
Docteur Véronique, tu as mis quel nom sur ton passé? Je vais te mettre Patrick. Vous? Allô? OK, Allô? OK, Galaxy. Oui, 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 oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons le docteur Véronique Batumbois qui est avec nous et qui va justement nous parler de l'absence, n'est-ce pas, du désir et ses causes, et ainsi de suite. Donc, le docteur Véronique est médecin gynécologue, obstétricienne. Elle est spécialiste, n'est-ce pas, en santé sexuelle. Elle est présidente de l'Association pour la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Et elle est présidente de la Fondation Femmes et Vie, hein, en abrégé FEV. OK? Donc, pour toutes les femmes qui sont connectées en ce moment, nous Tout à devons fait. savoir est-ce que le docteur Véronique œuvre vraiment pour l'épanouissement, n'est-ce pas, et l'autonomisation de la femme dans tous les âges de la vie, donc des plus petits aux plus grands, OK? Parce qu'on peut être une femme mûre sans être une petite fille, OK? Donc, nous sommes très heureuses d'avoir le docteur Véronique avec nous. Nous allons donc lui donner la parole pour qu'elle nous parle un peu, n'est-ce pas, de l'absence du désir ou de la libido. Bonsoir à tous. Je suis désolée de m'être connectée très tard parce que j'avais quelques soucis de réseau. Ce n'est pas très évident à Yaoundé actuellement. Les réseaux ne sont pas fluides. Alors, je suis très, très honorée de participer à cet échange. J'espère que nous sortirons tous grandis. En tout cas, pour les bribes que j'ai pu retenir du premier orateur, moi, j'en ai profité amplement. J'espère que vous aussi. À présent, je vais vous entretenir sur les troubles de la libido chez la femme, en particulier la baisse de la libido. La baisse de la libido, comme vous avez pu entendre tout à l'heure, la libido fait partie du désir. Qui dit libido dit désir, et qui dit baisse de libido parle donc de baisse du désir. Et là, en l'occurrence, il s'agit du désir sexuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une baisse du désir sexuel et qu'est-ce que ça signifie exactement lorsqu'on parle de baisse de la libido? Est-ce que ça veut dire absence d'orgasme? Est-ce que ça veut dire frigidité? Est-ce qu'il y a des synonymes à ce mot-là qu'on utilise et qui renvoient au même événement? Pas vraiment. La baisse de libido, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la psychosexualité. Et elle peut se caractériser par plusieurs événements. On peut avoir un manque d'intérêt sexuel général ou alors un manque d'intérêt sexuel secondaire. Qui dit manque d'intérêt sexuel veut dire que là, on se désintéresse complètement à tout ce qui touche la sexualité. Et à ce moment-là, d'un point de vue clinique, on va réserver ce terme-là à la frigidité. Donc, le manque d'intérêt général par rapport à la sexualité va se traduire en termes cliniques par la frigidité. Donc là, il s'agit d'une inhibition sexuelle totale liée à une problématique personnelle. Ça peut être d'ordre psychologique, ça peut être d'ordre physique également. D'ordre psychologique, on va entendre là un passé qui est marqué par des conflits ou alors un blocage ancien dû à un traumatisme. On va entendre là des éléments qui sont liés à notre vécu, dont tant l'éducation que toutes les rencontres qu'on aurait pu faire et à une absence d'épanouissement sexuel au moment de ces échanges-là. Donc, manque d'intérêt général par rapport à la sexualité, dans une baisse du désir général, peut être associé ou assimilé à la frigidité. Par contre, pour ce qui est du manque d'intérêt sexuel secondaire, ça peut être secondaire à un élément. Donc, ça veut dire qu'au départ, on n'avait pas ce souci-là, et puis il survient un événement, un accident ou un traumatisme qui conduit à cette problématique. Ça peut être lié justement à un problème relationnel
Lorsque, par exemple, l'intérêt sexuel qu'on portait à son partenaire baisse, ça peut être lié à un problème environnemental. Lorsque on est suffisamment stressé, on est maman ou alors et c'est des tout petits enfants, et on est marié, on travaille de longues heures, on est infirmière, on a du travail de nuit. Donc voilà, on peut être suffisamment stressé pour à ce moment-là développer un manque de désir, mais secondaire à ce stress-là. Donc, il dit manque de désir général, ça peut être consécutif à notre vécu, mais secondaire, c'est qu'il y a un événement qui survient et qui est ça, alors que c'était inexistant par le passé. Donc, toujours dans le manque de désir secondaire, on peut avoir des troubles du désir isolés. Des troubles du désir isolés qui peuvent être liés juste à un manque d'appétit sexuel. Ça veut dire que bon, on ne ressent plus grand-chose, on n'a pas vraiment d'intérêt, on n'a plus d'intérêt parce qu'on en avait avant. On n'a plus d'intérêt vis-à-vis de tout ce qui concerne la sexualité, vis-à-vis des échanges qu'on peut avoir érotiques avec notre partenaire. On n'arrive plus à érotiser notre partenaire. J'entendais tout à l'heure le premier orateur parler de la capacité rien qu'à regarder quelqu'un d'avoir des envies sexuelles ou d'avoir des pulsions sexuelles. Là, c'est dans l'érotisation. Donc, on n'arrive plus à érotiser ses belles jambes qu'on aimait tant, on n'arrive plus à érotiser son torse, on n'arrive plus à érotiser sa voix. Donc, on n'arrive plus à associer cela à un acte sexuel ou alors à un besoin de sexualité ou d'échange intime avec le partenaire. Donc ça, ce sont les différentes catégories dans lesquelles on peut classer les troubles du désir féminin. Alors, la frigidité, si on parle, qui fait partie des troubles du désir, d'intérêt, d'un manque d'intérêt général de la sexualité, la frigidité, c'est quoi? C'est un des troubles du désir sexuel qui ne doit pas être considéré comme une fatalité. C'est souvent très mal vécu, en effet, parce qu'après un moment, on se lasse d'être dans cet état-là, mais ça ne doit pas être chiant. Le trouble du désir sexuel est encore appelé, ou alors la baisse de la libido est encore appelé trouble du désir sexuel hypoactif. C'est comme ça que c'est appelé par les professionnels de la santé sexuelle. Donc, vous pourrez avoir ça comme expression, vous pouvez l'entendre de la bouche de votre médecin. Alors, lorsque ça survient, j'ai évoqué un petit peu les causes tout à l'heure. Donc, ça peut être lié à notre passé, à tous les antécédents, à notre vécu, à notre éducation, parce qu'une éducation rigide, une éducation qui transforme ou alors qui présente la sexualité comme quelque chose de vraiment horrible, de tabou, de péché, une éducation qui est très, très marquée là-dessus, peut avoir un impact plus tard chez l'adulte. Il est vrai que de bien canaliser les enfants ou alors les adolescents, de leur expliquer que la sexualité doit être une sexualité responsable et de préférence encadrée, c'est une très bonne chose. Mais de diaboliser la sexualité, ça peut avoir des conséquences plus tard lorsqu'on est un adulte. Et c'est souvent le cas chez beaucoup de personnes qui se présentent avec des frigilités en consultation. Donc, ça reste imprégné dans leur subconscient. Ils vivent avec ça, ils grandissent avec ça, ils vieillissent avec ça et tous leurs échanges sexuels vont être entachés par cet état-là. Donc, on a ça dans notre passé qui peut conduire à la baisse de la libido. Maintenant, la baisse de la libido secondaire, elle, c'est souvent des événements. Donc, lorsqu'on reçoit le patient en consultation, alors le couple en consultation et qui se présente avec cette difficulté-là, on repart dans leur vécu. Et qu'est-ce qu'on trouve parfois dans le vécu? C'est qu'il y a eu un moment où il y a une cassure, soit une fatigue, on s'est fatigué de la relation amoureuse qu'on avait. Soit parce qu'on est entré dans une routine, pas forcément une routine sexuelle, mais une routine du vécu tous les jours. On oublie de se surprendre, on oublie de créer, on n'a plus envie de se projeter, on n'a plus envie de jouer, on oublie de faire ce genre de choses qui apportent ou alors qui maintiennent en éveil notre désir sexuel. Donc, c'est souvent la relation
qui peut conduire à cela. Donc, autre chose qui peut conduire à ce manque d'intérêt sexuel secondaire, c'est également tous les traumatismes qu'on peut rencontrer ou alors les problèmes qu'on peut rencontrer dans le couple. Par exemple, des questions d'infidélité qui vont entacher la confiance, les pathologies même médicales, physiques, telles que la survenue d'une infection sexuellement transmissible dans un couple. Donc ça peut entacher le lien de confiance et ça peut faire en sorte que la femme ait du mal lorsque c'est elle qui se sent, qui est en position de victime. Elle a du mal à lâcher prise, elle a du mal à refaire confiance, elle a du mal à reconstruire une relation qui soit favorable à une sexualité épanouissante. Donc, tous ces traumatismes-là qu'on peut avoir dans les couples peuvent perturber la libido et entacher sa qualité. On peut également avoir en matière de causes, les choses qui peuvent créer ça, les stress familiaux. Stress familiaux liés par exemple à la gestion du quotidien avec les enfants, si l'éducation des enfants ou alors leur gestion au quotidien incombe seulement à la femme, qu'elle se sent en vouloir d'une certaine façon son partenaire de façon inconsciente et ça se caractérise par un rejet, un refus de celui-ci où elle estimerait que bon, il ne fait pas grand-chose pour qu'elle se sente bien et donc il ne mérite pas qu'elle lui porte un quelconque intérêt. Donc, il y a l'épuisement lié au train de vie qu'on a qui peut favoriser ou faciliter la baisse de la libido. À côté de ça, autre chose, c'est le stress professionnel. Le stress professionnel qui peut avoir un grand impact au niveau de la libido. Donc, le fait de travailler de grandes heures, d'avoir beaucoup de pression au travail, de ne pas avoir la promotion qu'on escomptait, de devoir toujours être en compétition ou alors de devoir subir les récriminations de son employeur ou d'avoir un travail précaire où on ne sait pas trop si demain on y sera toujours ou pas. Toutes ces pressions qu'on peut avoir d'un point de vue professionnel vont avoir de l'impact au niveau de notre sexualité et donc au niveau du désir qu'on peut éprouver. Donc, brièvement, ça, ce sont là quelques facteurs de risque et quelques causes qui pourraient conduire à une baisse de la libido. Alors, maintenant, il y a eu baisse de la libido. Comment est-ce qu'on sait que c'est une baisse de la libido? Comment on réussit à associer ce qu'on ressent à une baisse de la libido? Est-ce que ce n'est pas juste une dépression, une humeur dépressive on n'a plus d'intérêt pour tout? Alors, comment on va faire la différence entre une baisse de la libido et une grosse dépression? La dépression peut conduire à une baisse de la libido. Elle peut avoir comme signe révélateur une baisse de la libido. Mais dans le cas d'une dépression, on aura un désintérêt pour les choses d'ordre sexuel. On aura une fatigue mentale et psychique qui seront associées. Donc, il y a des éléments qui pourront faire savoir que c'est une baisse du désir, un trouble du désir isolé, ou alors c'est un trouble du désir dans un syndrome psychiatrique quelconque, ou alors associé à une autre pathologie. Autre chose qui pourrait entraîner un trouble du désir dont je n'ai pas parlé et qui mérite qu'on s'y attarde un peu, ce sont des troubles organiques, physiques, par exemple, lorsqu'on a des douleurs qui soient liées à la sexualité. En général, quand il y a une pathologie qui entraîne des douleurs, qui occasionne des douleurs, on a tendance à avoir un rejet, un dégoût de la sexualité qui s'installe. Des douleurs pendant les rapports, qu'on va appeler dyspareunie, vont entraîner ça. Des vaginismes chez les femmes vont entraîner ça. C'est quoi un vaginisme? C'est une réaction de contracture qu'on a des muscles qui entourent l'orifice vaginal. C'est une réaction qui est souvent involontaire, mais qui peut être associée soit à un traumatisme ancien, par exemple, les femmes qui ont été victimes d'abus sexuels, de viols, peuvent développer des vaginismes. Certaines femmes vont avoir des vaginismes qui sont dus, par exemple, à une inflammation qu'elles auraient eue dans cette zone-là avec une mauvaise cicatrisation,
ou alors en post-accouchement à une cicatrisation d'une déchirure qui ne s'est pas bien, qui s'est faite de façon anarchique ou alors de façon incomplète. Donc voilà, le vaginisme peut également faire en sorte qu'on redoute le rapport sexuel au point où, quelque temps après, on est vraiment une véritable baisse de la libido. Donc, au niveau, à l'examen, lorsque vous irez voir le médecin, est-ce qu'il y a des examens paracliniques qui va demander, dans des prises de sang ou alors des examens radiologiques? Pas toujours. En général, l'examen physique et puis l'anamnèse, dont le fait qu'on vous examine, qu'on vous interroge, permet souvent d'aboutir à ce diagnostic-là. Mais parfois, on peut aller un peu plus loin parce que des troubles hormonaux peuvent également être associés à une baisse de la libido. Souvent, chez les femmes, on s'est rendu compte que les femmes qui avaient un taux de testostérone un petit peu élevé avaient plus d'appétit sexuel que ceux qui en avaient moins. Ça a été noté surtout chez les femmes qui ont eu des castrations, donc chez lesquelles on a enlevé des ovaires, ou alors qui ont eu une ménopause induite. Chez ces femmes-là, souvent, on leur met des patchs de testostérone. La testostérone, c'est une hormone qui est plus synthétisée par les hommes. Mais quand on leur donne ces patchs-là, parfois, ça peut faire en sorte que leur désir soit en éveil. Donc, au niveau hormonal, on peut avoir des troubles qui vont s'associer à une baisse de la libido. Au niveau également du bilan biologique, on peut avoir des troubles thyroïdiens qui peuvent avoir comme manifestation de la baisse de la libido. Donc oui, le médecin peut être amené à éliminer certaines pathologies endocriniennes surtout et métaboliques qui pourraient être associées, mais c'est les plus grandes causes de baisse de la libido, surtout la baisse de la libido secondaire, sont souvent des causes qui ont un affect sur le mental ou sur le psychisme ou sur l'état de fatigue physique ou psychologique qu'une femme pourrait avoir. Quel traitement pour les troubles, la baisse de la libido? Déjà, il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Ça, c'est le premier traitement, c'est de pouvoir prendre le courage d'aller en parler. D'en parler à votre sage-femme, d'en parler à une infirmière, d'en parler à votre médecin de famille, d'en parler au gynécologue. N'ayez pas honte d'en parler. Le fait de faire la démarche d'en parler, c'est déjà un début de guérison. Une fois que c'est fait, nous, en tant que professionnels de la santé, ce qu'on peut vous proposer comme prise en charge, c'est déjà un accompagnement psychologique parce qu'il faut creuser derrière qu'est-ce qui est associé. Est-ce que c'est un désintérêt général et ça dure depuis longtemps ou alors quelque chose d'un événement traumatisant? Donc, on va chercher et une fois qu'on aura mis le doigt sur la cause, on va vous proposer des solutions. Il y a des médicaments qui existent maintenant qui ont un effet sur l'amélioration de la libido. On parle de la phybenstérine, qui est un médicament qui est surtout commercialisé du côté des États-Unis. Il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs pays, mais surtout des pays européens. Mais certaines études montrent que il y a des chances que ce médicament-là puisse avoir un effet positif sur l'amélioration de la qualité de l'appétit sexuel ou du désir sexuel chez les femmes. Et ça pourrait même aller jusqu'à améliorer leur capacité à atteindre des orgasmes. Bon, maintenant, toutes les études ne sont pas d'accord avec cela. Il n'y en a que quelques-unes qui disent ça. Donc, on a cette phybenstérine-là qu'on peut proposer aux femmes à 100 mg par jour qui participeraient. Maintenant, il y a beaucoup d'homéopathie, beaucoup de traitements par les plantes qui pourraient, bon, qui n'ont pas été évalués complètement, mais qui pourraient améliorer d'une certaine façon la libido. Parmi ces plantes-là, il y en a que vous utilisez très certainement, le gingembre. Le gingembre, les racines de gingembre pourraient contribuer à améliorer la libido si elles sont consommées assez régulièrement dans les plats, dans les boissons et tout. On a également le maca du Pérou qui pourrait améliorer. Alors, j'utilise le conditionnel parce que d'un point de vue scientifique, on n'a pas des évidences que ça marcherait, mais ça se peut que ça marche. Donc, la ciboulette, qui est une herbe aromatique qu'on met dans les repas, pourrait améliorer la libido chez la femme. Et autre chose encore comme plante, bon, le chocolat, le cacao et ses vertus aphrodisiaques, ça pourrait contribuer à améliorer la libido. Donc, il y a quelques plantes comme ça là
qui participeraient d'améliorer la libido parce qu'elles sont riches en quoi? Elles sont riches en zinc, elles sont riches en oligo-éléments, elles sont riches en manganèse, elles sont riches en magnésium qui permettent de se relaxer. Vous savez, pour être confortable sexuellement, il faut avoir la capacité de lâcher prise, de se relaxer. Et le magnésium contribue beaucoup à cela. Donc, il y a toutes ces substances-là dans ces plantes. C'est pour ça qu'elles participeraient. Il y a même une igname sauvage qui a été décrite comme pouvant améliorer l'appétit sexuel chez la femme. Donc, ça, c'est quelques plantes. Mais en général, c'est un accompagnement psychologique qui permet de réapprendre à érotiser son partenaire, réapprendre à lui faire confiance, réapprendre à lâcher prise. Une fois qu'on a réappris à cela, ben, on réussit à surmonter son problème de baisse de libido. Je vous remercie. Donc, je répondrai à toutes les questions que vous pourrez poser. Elles sont toutes les bienvenues. Il n'y a pas de questions taboues avec moi. Donc, sentez-vous libre de poser toutes celles qui vous passent par la tête. Merci, merci, docteur Véronique. Vraiment une présentation très instructive, n'est-ce pas? Nous avons compris qu'il y a des causes générales de baisse de libido, mais aussi des causes secondaires qui peuvent aider à liées à des expériences passées ou alors au vécu quotidien et même à certaines maladies. Mais on peut y remédier, ce n'est pas quelque chose de définitif. Nous vous remercions vraiment et vous nous avez donné des pistes de solutions. Donc, nous allons voir si ceux qui sont à notre écoute ont des questions, mais la présentation était vraiment très claire et très enrichissante. Nous vous disons merci. Nous allons donc passer... C'est moi qui vous remercie. Nous allons donc passer à présent à la présentation du docteur Nda. Le docteur Nda qui est spécialiste en médecine tropicale, mais aussi en santé familiale. Et il est aussi spécialiste dans les maladies infectieuses. Et puis, c'est un coach en style de vie, comment dire, lifestyle, yeah, en style de vie. Et puis, il est spécialiste des plantes aussi. Je me demande souvent s'il y a quelque chose que le docteur Nda ne fait pas. Et puis, c'est le directeur, n'est-ce pas? Il est directeur de la santé de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, n'est-ce pas, des églises adventistes. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, docteur Nda, et vous allez à présent nous parler un peu de la libido et l'expérience, n'est-ce pas, de grossesse, ou on peut dire l'expérience de mère, n'est-ce pas? Merci Loris pour l'invitation à ce panel et merci à mes deux prédécesseurs qui ont été si brillants et j'ai appris beaucoup de choses des deux premiers exposés. Disons que, comme l'a dit Dr Véronique, plusieurs des causes qu'elle a évoquées concernent aussi bien la femme enceinte que celle qui allait ou celle qui se trouve au moment après l'accouchement. Dans plusieurs des causes de la baisse de libido qu'elle a évoquées se retrouvent également chez cette femme-là. Mais cependant, nous allons considérer la situation presque idéale où la femme enceinte et puis il n'y a pas d'autre raison qui pourrait expliquer la baisse de la libido que la grossesse ou l'accouchement. C'est vrai que nous allons évoquer aussi certains problèmes d'ordre social. Disons que la libido fluctue selon les personnes et selon le stade de la grossesse. Généralement, les premiers mois de la grossesse, pour la plupart des femmes, sont des mois difficiles. Il y a les nausées, il y a la fatigue, il y a certains malaises liés au début de la grossesse. Ce moment-là n'est pas approprié pour les relations sexuelles et généralement, les dames en ce moment-là ne sont pas vraiment réceptives. Il y a une baisse de la
libido pendant ce moment-là. Mais à partir du 4e mois au 6e mois, les choses s'améliorent nettement, où elles sont plus disposées. Et parfois même, on a constaté chez certaines femmes une exacerbation de la libido. Alors que du côté de l'homme, il y a comme une retenue, une baisse de la libido par peur de traumatiser l'enfant qui est dans le ventre de son épouse. Chez certains hommes, on retrouve plutôt la baisse, alors que chez la femme, la libido est quelque peu exacerbée en ce moment-là. Et puis vient le dernier mois de la grossesse, parfois avec des douleurs, des contractions, parfois des problèmes comme la peur de l'accouchement prématuré. Là, on a encore des soucis au niveau de la libido pendant ces mois-là, ces derniers mois de la grossesse. Et maintenant, après la grossesse, plusieurs problèmes, plusieurs situations se présentent. Il y a un adage qui dit 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour s'en remettre. D'après cet adage, la grossesse dure 9 mois. Le repos après la grossesse devrait durer à peu près la même chose. Nous connaissons dans nos sociétés africaines ces pratiques-là qui veulent que vers les derniers mois de grossesse, la famille de la femme vient la chercher pour qu'elle aille rester chez elle ou au village ou dans sa famille. En attendant l'accouchement et même après l'accouchement, il y a un long séjour chez les parents avant que le mari ne puisse repartir la chercher. Et donc, comment on explique la situation pendant la grossesse? Généralement, il y a des situations liées aux hormones, un chamboulement des hormones pendant la grossesse. Ça peut aussi être lié à certaines maladies liées à la grossesse. J'ai parlé tout à l'heure du risque d'accouchement prématuré. Donc, j'essaie de simplifier pour que celles qui m'écoutent puissent mieux comprendre. Et maintenant que la femme a accouché, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. D'abord, la fatigue, qui est courante après l'accouchement. Il y a les douleurs dues aux contractions utérines, les pertes sanguines qu'on appelle les leuchies. Tout ça représente des obstacles qui affectent la libido chez l'accouché. Également, si elle a subi une déchirure du périnée ou une épisiotomie, c'est-à-dire qu'on a coupé pour faciliter le passage de l'enfant, alors la présence de cette plaie ou de cette nouvelle cicatrice peut affecter la libido et peut faire que la femme ne soit pas disponible pour les rapports sexuels. Il en est de même pour une césarienne, avec parfois le traumatisme qu'elle laisse, la cicatrice qui est récente, peut également affecter la libido. Donc, pendant plusieurs semaines après l'accouchement, la libido d'une femme qui a connu certains de ces traumatismes peut être affectée. Il y a également les hormones. Il y a l'hormone qu'on appelle la prolactine qui favorise la production de lait. Certains pensent que cette hormone-là inhibe quelque peu la libido chez certaines femmes. Il y a la dimension psychologique. La femme qui vient d'accoucher peut perdre confiance en elle-même et pense qu'elle n'est plus attirante à cause des modifications subies par son corps pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Il y a des croyances traditionnelles qui, chez nous, affectent beaucoup de femmes.
On sait qu'après l'accouchement, la femme ne doit pas se livrer immédiatement aux activités sexuelles pour qu'elle ne soit pas l'objet de moqueries, de railleries de la part de ceux qui sont autour d'elle. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs, la qualité même de la relation entre la femme et son époux. Tout ça peut influencer. Tout ça peut influencer. Généralement, certains conseils qu'au moins il faut attendre 6 semaines après un accouchement normal pour pouvoir s'engager dans les relations sexuelles après l'accouchement. Donc, toutes ces croyances, toutes ces recommandations, ces pratiques peuvent affecter la libido chez la femme qui vient d'accoucher ou qui a accouché il y a un certain temps. Donc, le regard des autres, les douleurs, les éventuelles douleurs d'après l'accouchement, il y a la dimension psychologique de perte de confiance en soi à cause de tout ce qui s'est passé. Il y a les croyances traditionnelles. Tout ça affecte la libido et diminue la libido. Évidemment, la mère, la femme qui est devenue la mère n'a pas le temps d'être encore la femme qu'elle était. Toute l'attention est concentrée sur le bébé. Si elle a d'autres enfants, comme Dr Véronique l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette fatigue-là à s'occuper d'une nombreuse famille. Alors, dans ce cas, la libido est vraiment affectée. Bon, nous n'allons pas donner toutes les solutions pour le moment, mais nous conseillons d'y aller progressivement. Après la grossesse, la reprise doit être lente, pas forcément la relation sexuelle telle qu'on la connaît, mais l'intimité, les attentions du mari, tout ça permet à celle qui a accouché de récupérer plus facilement et d'avoir une libido qui va revenir beaucoup plus rapidement que si la femme était laissée seule à ses responsabilités sans avoir le soutien de l'homme qui est à ses côtés. Donc voilà tous ces facteurs-là qui peuvent intervenir. Et si après plusieurs mois, la libido ne revient pas à la normale, je crois que là, il s'agit d'un problème qui mérite que celle qui est concernée consulte une personne appropriée pour l'aider à retrouver une libido épanouie après l'accouchement. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour le moment en attendant peut-être de répondre aux questions qui seront posées. Donc, la grossesse, l'accouchement, c'est des moments bien connus qui peuvent affecter la libido. Plusieurs facteurs y contribuent, comme nous l'avons évoqué. La reprise doit être progressive. Le rôle de l'homme est très important. Parfois, lorsqu'il assiste à l'accouchement, il peut être traumatisé plus longtemps même que son épouse. Et ça fait qu'au lieu que la baisse de la libido concerne la femme, cette baisse peut concerner le mari également. Je vous remercie. Pour l'instant, nous répondrons aux questions s'il y a des questions qui nous concernent. Merci beaucoup. Merci, Dr. Ndab. Nous vous remercions aussi pour toutes ces informations. Nous allons donc passer aux questions. Et nous disons encore merci aux panélistes. Bon, je vais les ramener tous. Et je crois que je vais d'abord poser une question qui m'est venue à l'esprit pendant le docteur Véronique. C'était Galaxy. Docteur Véronique, tu étais sur Galaxy. Okay. Oui, je suis là.
OK, d'accord. Bon, je vais commencer. Ma première question est pour le docteur Ondoa et toi, Ondoa. Dans votre présentation, docteur, vous avez dit que l'homme était programmé, n'est-ce pas, à éjaculer. Pourtant, le processus était plus complexe, d'ailleurs, chez la femme, hein, parce que vous avez justement parlé, vous avez dit que c'est un processus neuronal, intellectuel et même émotionnel. Et vous avez justement été très précis sur le fait qu'il faut une stimulation, n'est-ce pas, émotionnelle profonde pour que la femme arrive justement à ressentir le désir sexuel. Donc, ma question va être dans celle-ci. Est-ce que, parce que je voudrais quand même que ceux qui nous écoutent puissent avoir une meilleure compréhension, n'est-ce pas, entre la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que parfois, je crois que c'est aussi un problème, cette mauvaise compréhension peut être un problème, une cause, n'est-ce pas, de beaucoup de problèmes dans les couples. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut dire que, comment dire, peut-être le sexe est un besoin chez l'homme, alors que, disons, chez la femme, c'est un peu plus comme une envie. Donc, un besoin, c'est-à-dire l'homme a vraiment besoin de se lâcher, alors que chez la femme, ce n'est pas vraiment comme un besoin vital ou quelque chose qui est plus lié à beaucoup de choses. Donc, elle choisit un peu de s'ouvrir ou de se donner à cela. Bien, merci, docteur Loris. Je voudrais dire d'entrée de jeu pour répondre à votre préoccupation, comme je l'ai dit dans l'exposé, la sexualité en elle-même, selon l'approche psychodynamique, psychanalytique, renvoie à tout mécanisme ou tout ce qui procure du plaisir au corps. Cela voudrait dire que la sexualité est indispensable, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Bon, peut-être que le moment venu, je pourrais vous faire parvenir un texte que nous avons produit sur la thérapie par le sexe ou la sexothérapie en s'inspirant des perspectives psychodynamiques. Ça veut dire que ce soit l'homme ou la femme, chacun a besoin d'un apaisement psycho-affectif ou émotionnel. Sauf que dans la perspective de l'homme, sa sexualité ou sa libido est beaucoup plus dégagée à partir des mécanismes sensoriels, visuels. Comme nous avons essayé de citer, il suffirait de poser un regard sur des nudes, sur les fesses, les seins, etc., de votre partenaire ou de la partenaire pour que le désir se stimule spontanément. Tandis que chez la femme, c'est une activité cérébrale. C'est une activité cérébrale, ça veut dire que quelle que soit la tendance ou l'appréciation physique que la femme peut faire de son partenaire, cela n'engage pas immédiatement un désir sexuel. Il va falloir qu'il y ait un rapprochement systématique. C'est là où nous avons dit, il y a la perception odorante. Ça veut dire qu'une dame reconnaît naturellement son partenaire par un certain dégagement odorant par rapport à l'activité sexuelle et au regard des rapports qu'ils entretiennent. Maintenant, le partenaire devrait savoir si la sexualité est cérébrale, que pour que la femme arrive au déclenchement du désir, je dis bien déclenchement, ce n'est même pas encore le ressenti. Pour arriver au déclenchement du désir, il y a une longue période que Freud a appelée la période de préparation. Il faut donc prédisposer la partenaire à déclencher ce processus-là. C'est pour cela que nous avons voulu dire qu'à un moment, la sexualité semblerait être un mécanisme intellectuel chez la femme, parce qu'elle y pense et
comme le docteur, je voudrais dire, le panéliste numéro 2, le docteur Véronique. Voilà, merci beaucoup. Le docteur Véronique, je m'en excuse déjà, le disait, il faut pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que sur le plan cognitif, on accepte se donner pour une activité procurant du plaisir. Tant que ce mécanisme-là n'est pas engagé, la femme resterait, entre guillemets, cloisonnée dans une démarche où elle estimerait donner ou apporter de la satisfaction à son partenaire en s'oubliant elle-même. Donc, dans la gestion, pour finir, dans la gestion de la libido ou de l'énergie pulsionnelle sexuelle, il faut toujours considérer la perspective comme étant une relation à trois. L'homme, la femme et la relation. Et toujours prendre beaucoup plus de temps. Bon, s'il faut que je le dise pour sortir de la question, il faut prendre beaucoup plus de temps et prendre le partenaire, la partenaire avec un tact à partir des stimulations. Chaque femme étant déjà, ayant déjà ses caractéristiques psycho-affectives et chaque mari ou chaque époux devrait en connaître afin de mieux stimuler et de ne pas se précipiter à l'acte parce que ça, c'est un mécanisme où c'est une chute qui ne permet pas toujours d'amener l'épouse à la satisfaction lorsque on rentre dans l'acte sexuel. Étant déjà donné que 17 secondes plus tard, l'homme est appelé, bon, comme on l'a dit, l'homme est appelé à se vider de son éjaculation. Okay. Et c'est au moment où l'homme est donc en train de terminer son éjaculation que la femme peut-être commencerait à vouloir participer ou à vouloir lâcher prise. D'où l'importance de prendre du temps avant que l'accouplement lui-même ne puisse être déclenché. Donc, voilà ce que je peux dire. OK, merci, Dr. Ndouin. Je crois que même la question de l'orgasme, ce sera aussi peut-être un sujet qu'on pourra discuter une autre fois, parce que du moins, vous le touchez un peu. OK, donc merci beaucoup. Ma deuxième question est pour le docteur Véronique. J'avais une question en fait liée à ça, mais puisqu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question dans mon WhatsApp, je vais donc prendre la question de la dame qui dit que qu'elle ne comprend pas qu'en fait, elle n'avait pas de problème avec son mari au début, des problèmes de désir, mais que ça fait longtemps maintenant qu'elle a perdu le désir, n'est-ce pas, envers son mari, mais elle se rend compte qu'elle a l'impression que c'est juste lié à son mari parce que lorsque quelqu'un d'autre lui fait des compliments à l'extérieur, elle ressent quelque chose, en fait, qu'elle ne sent pas avec son mari. Donc, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous expliquer, est-ce que le désir est dans le couple, lorsqu'on est marié, est directement lié au partenaire? Et que pouvez-vous dire à cette dame comment elle peut essayer d'arranger son problème, puisque, le docteur s'est déconnecté. Apparemment, le docteur a eu un problème. OK. Essaie de tenter. Je ne sais pas si le docteur et toi peut essayer de répondre à cette dame-ci, si vous avez suivi, qui dit qu'elle n'a pas de désir, n'est-ce pas, envers son mari. Mais lorsque quelqu'un la presse un peu ou lui fait des compliments, à côté, elle sent quelque chose, du moins qu'elle ressentait avant avec son mari, mais elle ne sait pas, elle a perdu, elle ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de lui dire? Comment est-ce qu'elle peut régler ce problème? Bien, d'accord. Il faut déjà le dire que cela peut avoir pour cause l'expérience subjective relationnelle entre la dame et son époux. La manière par laquelle les relations se sont entretenues durant la période pendant laquelle elle a souvent eu un déploiement ou une satisfaction venant de son mari et le moment de la chute. Certainement que
nous, les psychologues, quand on veut poser une analyse, on veut toujours d'abord remonter à l'expérience subjective pour identifier la source ou la cause de la préoccupation. Néanmoins, avec d'autres hommes, ou alors, s'il faut le dire, avec quelqu'un d'autre qui lui dirait des compliments, qui lui ferait des compliments, ainsi de suite, ainsi de suite, elle arrive à ressentir quelque chose. Cela peut s'expliquer sur deux pans. Le premier pan, c'est la perception qu'elle a de la personne en question. Le deuxième pan, c'est son affect, c'est-à-dire ce qu'elle-même, l'énergie qu'elle-même, elle a déjà ou qu'elle étouffe dans la relation où elle n'arrive plus à arriver au niveau du plaisir. Cela prédispose ou cela est un facteur de prédisposition à ce que quelqu'un d'autre qui lui ferait des avances dans ce sens-là puisse lui procurer une certaine sensation. Bon, maintenant, comment peut-elle fonctionner ou comment peut-elle faire pour qu'elle puisse ressortir ou qu'elle puisse regagner le cap avec son mari? Il faut déjà, comme nous l'avons dit, le docteur Véronique l'a dit, il y a la démarche de l'accompagnement. Cela veut dire qu'il faut réinvestir la confiance en son partenaire. Et maintenant, pouvoir exprimer ses désirs, comment elle voudrait qu'elle soit prise en charge sur le plan affectif ou sur le plan sexuel par son partenaire. Parce que ça aussi, c'est un facteur limitant la sexualité féminine. Du moment où, difficilement, elle peut dire à son partenaire, j'ai besoin que ceci soit fait, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et puis, dans une relation de couple avec le vécu sexuel, il y a le dialogue. Donc, elle devrait s'investir à dire à son époux que bon, voici comment je voudrais que tu me prennes maintenant. Parce que la situation sociale, elle est complexe et elle peut avoir découvert d'autres expériences, même par les rencontres, les discussions, etc., qui font à ce que lorsque son époux n'y arrive pas à un certain niveau, qu'elle ne trouve pas de satisfaction. C'est donc à elle de dire, bon, chérie, je voudrais que ça se passe ainsi, je voudrais que tu me prennes ainsi, je voudrais que tu me prennes ainsi. Cela va faciliter sa remise en confiance vis-à-vis de son époux et la relation va déclencher. Il y a aussi une thérapie proposée par Lacan, c'est-à-dire c'est la thérapie du miroir en fait. Elle consiste à ce que dans la chambre du couple, qu'il puisse avoir certainement un miroir qui permet aux deux partenaires de se percevoir tous les deux en tenue conforme dans une relation de couple lorsque le couple est au lit. Cela est un facteur d'appréciation des organes génitaux qui va prédisposer également le couple à un meilleur entretien de la sexualité. Voilà ce que je peux proposer à la femme en question. Merci beaucoup. Elle nous a suivis. J'espère qu'elle va mettre les conseils en pratique. Donc, je viens au docteur Nda et en espérant que le docteur Véronique pourra se reconnecter et en incitant les autres à pouvoir toujours poser des questions. Pour le docteur Nda, j'ai une question qui est liée justement à l'expérience de grossesse. Il y a quelqu'un qui demande à quel moment est-ce que la personne, une femme, n'est-ce pas, après la grossesse exactement, parce que vous avez dit qu'il faut y aller mollo, à quel moment est-ce qu'on peut recommencer, n'est-ce pas, à avoir des relations sexuelles après la grossesse? Et effectivement, qu'est-ce que vous entendez par il faut y aller doucement? Donc, disons que merci pour la question. Je disais, pour toutes les raisons que nous avons données pour la baisse de la libido chez la femme qui a accouché, donc après l'accouchement,
qu'il fallait y aller progressivement, surtout en parlant du mari, de l'époux, qui devait la préparer progressivement avant d'arriver à ce qu'elle retrouve la libido normale. Donc, nous avons parlé d'intimité, des moments d'intimité, nous avons parlé du contact. Tout ça est bien pour progressivement évoluer vers la reprise des relations sexuelles dans le couple. Généralement, ça dépend de comment la grossesse s'est passée et comment l'accouchement s'est déroulé. En tout cas, en cas d'accouchement sans problème, bon, on dit la reprise va de 3 semaines à 6 semaines selon les situations. Donc, si la reprise de l'activité sexuelle a lieu 3 semaines après, il n'y a rien d'anormal. Si c'est plutôt 6 semaines après, il n'y a rien d'anormal non plus. Tout dépend de comment l'accouchement a été vécu par la femme et même par le mari. Donc, parce que nous avons évoqué les problèmes de baisse de libido qui concernent aussi bien le mari que la femme après l'accouchement, surtout si l'homme a vécu l'accouchement, s'il a été traumatisé par ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Donc, généralement, nous conseillons 3 à 6 semaines, mais tout dépend de comment l'accouchement a été vécu. Donc, allez-y progressivement, en commençant par des choses simples, des moments d'intimité, le contact physique, avant d'aboutir à la fin à la relation sexuelle proprement dit. Voilà ce que nous pensions quand nous avons évoqué ce sujet. Merci. Merci, Dr. Ndadon. C'est-à-dire qu'effectivement, la communication est vraiment très importante dans le couple. Tout à fait, tout à fait. C'est des choses dont il faut parler. Oui, mais docteur, justement, le problème, c'est souvent privé parce que, comme le docteur Véronique disait tantôt, nous avons déjà, du moins, grandi un peu avec ces tabous-là, n'est-ce pas? Et parfois, même dans le couple, on a plusieurs discussions, mais parfois, certains, on a du mal, n'est-ce pas, à vraiment discuter des problèmes propres liés au sexe et à la sexualité. Donc, que pouvez-vous vraiment conseiller aux maris, aux femmes, aux époux et épouses qui sont ici, ou même aux jeunes, n'est-ce pas, en relation justement à ce qui concerne la communication, n'est-ce pas, dans le processus qui mène, n'est-ce pas, à l'acte sexuel, ainsi de suite? Je pense que cette communication-là doit commencer même pendant la période de fiançailles. Pendant cette période-là, on discute de certains sujets importants de la famille qui est en voie de création. Si on commence à aborder ces sujets sans tabou pendant la période de fiançailles, ça sera plus facile de les aborder après. Je crois que c'est une partie très importante du vécu du couple. Donc, ces choses-là, ces sujets relatifs aux relations sexuelles, à la sexualité tout court, méritent d'être discutés avant même qu'on ne se marie, qu'on ne prenne la décision de se marier. Alors, si on commence avant le mariage, il sera plus facile de discuter de ces choses pendant le mariage ou lorsqu'on vit un certain nombre de situations. Quand on est déjà marié et qu'on n'a pas eu le temps de discuter de ces choses-là, c'est beaucoup plus difficile. Comment venir à bout de ces réserves, parfois même c'est une honte à discuter de ces sujets. Je crois qu'il faut un travail de fond progressif qui va amener les gens à s'ouvrir davantage
certains ont essayé dans des groupes de personnes de même sexe. Si on peut discuter de ces sujets entre amis, pourquoi ne pas les discuter entre partenaires? Je crois que pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas mariés, je crois que c'est des sujets dont il faut parler même avant le mariage. Comme ça, après qu'on soit marié, donc que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou lorsque l'un fait face à des difficultés particulières, il sera plus facile d'en discuter, d'en parler, parce qu'on a pris l'habitude de le faire avant le mariage. OK, merci docteur. Le docteur Véronique est revenue. Je ne sais pas si elle peut donc ajouter quelque chose par rapport à la question de la dame de tout à l'heure. D'accord. Alors, je suis désintéressée de mon mari actuellement, mais les autres hommes me font de l'effet. C'est bien ça. C'était ça la question. Oui, c'est Donc, ça. que faire? Je n'éprouve plus vraiment de désir pour mon époux actuellement, mais ce n'est pas que je suis incapable d'éprouver du désir parce que les autres hommes me font encore de l'effet. Yes. Alors, ça, c'est une des principales causes de baisse de la libido secondaire dans le ménage, dans le foyer. Ce qui se passe en général dans ces cas-là, c'est une réaction que votre corps a qui peut être liée à un conflit qu'il y a eu dans le foyer, un manque de désintérêt qui s'installe est souvent entaché par un traumatisme qui se serait vécu soit de façon très audible, soit de façon plutôt sourde. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, il y a un conflit entre les deux familles. Il y a eu une histoire d'infidélité. Par exemple, chez le monsieur, une possibilité d'impuissance qui fasse en sorte que vous soyez lassé d'essayer tout le temps. Il peut y avoir dans certains couples le fait que connaissance de soi-même, déjà de la femme, une connaissance de soi-même, de ses envies, de ce qui vous fait le plus plaisir, de ce qui vous fait vous sentir en confiance, de ce qui fait en sorte que vous puissiez lâcher prise. Donc, une méconnaissance de vous-même, mais également une méconnaissance de son partenaire. Quelles sont ses attentes? Et puis d'être toujours dans le projet de vouloir satisfaire l'autre en s'oubliant. De vouloir toujours satisfaire l'autre en s'oubliant. Le fait de ne pas échanger, de ne pas exprimer ce qu'on veut. Donc, de ne pas montrer parce que l'autre n'est pas devin. Des fois, il ne sait pas s'y prendre. Il y a dans des couples souvent une incompatibilité qui fait en sorte que l'autre peut vivre le rapport sexuel comme étant de caractère très violent. La femme, en général, qui s'en plaint, peut trouver que le partenaire est violent ou qu'il n'est pas assez attentif, qu'il n'est pas assez respectueux de ses besoins à elle, de ses attentes à elle, qu'il est trop pressé, qu'il va trop droit au but. Voilà. Donc, cette méconnaissance des attentes de l'un de l'autre peut engendrer cette baisse de désir avec son partenaire dans le foyer, mais qui n'exclut pas qu'on puisse avoir un ressenti avec l'autre. Mais pourquoi on a le ressenti avec l'autre? En général, c'est parce qu'on fantasme. On réussit à fantasmer, on réussit à érotiser l'autre. On n'y a pas touché, on ne s'est pas laissé aller à céder à la tentation, mais on fantasme et donc on se projette dans cette relation-là. Donc, à ce moment-là, on peut facilement éprouver de l'émoi pour quelqu'un d'autre à côté. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. La première solution, c'est d'en parler. Comme le disait le docteur tout à l'heure, il faudrait en parler. Il faudrait manifester ce que vous ressentez. Parfois, les mots peuvent être difficiles à sortir, mais ils peuvent être faciles à coucher sur un papier. Un exercice que je donne souvent aux couples que je suis, c'est de s'écrire des lettres. Écrivez-vous des lettres, ce que vous ressentez, comment vous aimeriez vivre ça, qu'est-ce que vous espériez, quels sont les fantasmes que vous émettez sur l'autre ou que vous attribuez à l'autre, à votre compagnon, qu'est-ce que vous aimeriez le voir faire. Donc ça, c'est un des exemples
un des jeux auxquels vous pouvez vous livrer qui est plutôt très ludique et qui peut être intéressant. Ou alors, vous vous laissez des petits mots à certains endroits. J'aimerais bien que lorsque on se verra la prochaine fois, que tu m'embrasses dans le cou, parce que peut-être c'est ce qui vous fait plaisir. Mais pour ça, il faudrait déjà que vous vous connaissiez vous-même, que vous sachiez ce que vous attendez. Très souvent, malheureusement, on peut ne pas avoir tous ces problèmes-là, mais être dans un état de fatigue de la relation. On peut avoir une relation qui s'est essoufflée à force de la vivre, à force de ne pas y mettre des choses innovantes, à force de ne pas y rallumer la flamme. C'est vraiment une flamme, comme on entend, hein. Une flamme, ça veut dire qu'il y a du bois ou alors une source qui produit de la chaleur, mais cette source-là, il faut la renouveler. Si c'est un feu de gaz, le gaz finit à un moment, donc il faut racheter du gaz. Si c'est du bois, le bois va se transformer en cendre, il faut racheter du bois. Et des fois, le bois qu'on avait n'était pas de bonne qualité, il faut racheter du bois sec. Donc voilà, c'est remettre, il faut déjà en parler. Et si vous ne pouvez pas le verbaliser comme ça, trouvez des astuces pour le faire. Envoyez-lui une lettre par la poste, par exemple. Ou alors, laissez-lui un petit mot dans son agenda ou quelque chose comme ça. Dans son Voilà, donc WhatsApp, il dans faut son compte WhatsApp. voilà, ou dans son compte WhatsApp, par exemple, sur ce que vous espérez. Tournez ça en dérision, rigolez-en. Ah, ou alors, mettez ça plutôt dans des propos gratifiants. Ah, mais tiens, j'aime bien quand tu me fais ceci. Même s'il ne l'a pas fait et qu'il ne s'en souvient pas, il va se dire, ah, peut-être que je l'avais fait un jour, mais je ne m'en souviens pas. Mais si elle dit qu'elle l'aime, donc je réussirai. Voilà, donc amenez-le comme ça là, à comprendre ce que vous aimeriez découvrir. Et puis, apprenez à savoir ce que vous-même vous voulez. Apprenez à vous connaître un peu mieux. Qu'est-ce qui vous attire tant chez les autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a suscité cet émoi-là? Donc, essayez de faire le point sur vos attentes et ce n'est que comme ça que vous pourrez mieux les exposer à votre partenaire et qu'il pourra y répondre. OK. Merci, docteur. Donc, effectivement, pour régler ce type de problème, il y a un travail sur soi. On doit déjà travailler sur soi et bien se connaître, puis travailler avec son partenaire, n'est-ce pas? Et effectivement, on doit se rappeler sans cesse, comme vous étiez en train de dire, ce qui est très important, qu'une relation de couple, je pense que la routine, on ne peut pas se défaire de la routine parce qu'on vit tous les jours un peu de la même manière. Mais dans une relation de couple et dans un mariage en santé, on doit essayer, on doit intentionnellement, n'est-ce pas, vouloir toujours recréer cette chose magique qu'on avait au début parce qu'avec le temps, parfois on la perd. Donc, il faut savoir recréer cela et comme les panélistes sont en train de dire, j'espère pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment que ce soit intentionnel et que nous ayons ce désir-là déjà de faire marcher la chose et de la faire revivre, de la faire vivre et revivre encore jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit souvent le premier jour. Tout à fait. Yes. OK. J'ai une autre question ici qu'on m'a donnée dans le WhatsApp. Je suis en train de suivre l'émission. Quand une femme a un cerclage pendant la grossesse et que sa libido a diminué drastiquement, comment faire plaisir à son partenaire pour qu'il, en fait, je vais lire, comment faire plaisir à son mari pour qu'il n'aille pas voir ailleurs, en fait. La question, en fait, trahit un peu les problèmes, parce que c'est vrai que parfois, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes d'infidélité ou d'adultère, les hommes trahissent parfois les femmes du fait qu'elles ne sont pas toujours disponibles, si elles ne font pas ci, elles ne font pas ça. Donc, la question trahit un peu cela parce qu'elle dit, donc, elle a eu un cerclage, comment est-ce que faire plaisir à son mari alors qu'on a une libido qui a drastiquement diminué pour qu'il n'aille pas voir ailleurs? C'est un peu une question vraiment compliquée qui fait quand même un peu de la peine à cette femme qui a eu un cerclage et qui est justement à un moment où son mari devrait plutôt l'encadrer ou l'aider, mais qui se voit en danger parce qu'elle voit déjà que son mari pourrait aller voir ailleurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame-là? Je ne sais pas si le docteur Nda, ou alors l'un des panélistes, que peut-on dire à cette dame-ci?
Ou à son mari aussi, Alors, hein, qui peut écouter. Hein. Quel conseil on peut donner aussi aux hommes, n'est-ce pas, qui parfois ne prennent pas le temps d'écouter, parce que justement, je connais un autre couple qui a vécu une histoire similaire. Donc, la femme a eu vraiment une perte vraiment complète du désir et qui est venue me voir. Et lorsque j'ai essayé de parler à l'époux, c'était vraiment catastrophique parce qu'il ne voulait rien entendre. C'est sa femme, c'est sa femme. Lorsqu'il en a envie, il doit la prendre. allô? Oui. OK? Oh, c'est comme si le réseau du docteur Véronique dérange encore. Bon, docteur et toi ou docteur Nda? Bien, relativement à cette préoccupation, comment procéder pour que lorsque la libido connaît une baisse, comment procéder pour maintenir son mari pour qu'il n'aille pas voir ailleurs? Je crois que c'est bien ça la question. Docteur Loris, c'est bien ça la question, je pense. Oui, Oui, c'est ça la question. OK, merci. Je pense que il n'y a pas de technique magique. Il n'y a non plus de recette magique pour cela. On a constaté, la femme a constaté qu'il y a baisse de libido chez elle et qu'elle doit conserver son mari. Je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut concevoir la relation dans le couple comme un triangle où nous avons l'homme, la femme et la relation. S'il y a donc baisse de libido, la relation ne doit pas en pâtir. Cela signifie que la femme qui se rend compte qu'elle est en train de vivre cet état doit se donner ou se remettre effectivement dans la considération de la relation qui la lie à son partenaire, de manière à ce que cette relation-là ne chute pas. Bon, comment faire maintenant pour que la relation ne chute pas? C'est qu'il faut pouvoir élaborer des mécanismes d'accompagnement de cette relation ou d'accompagnement de la sexualité en temps opportun. Alors, la femme devrait peut-être se dire que si elle est dans cette situation, ce n'est pas parce qu'elle a une prédisposition volontaire à ne pas y être, mais peut-être parce que le corps est en train de vivre d'autres mécanismes physiologiques qui l'indisposent. Bon, maintenant, cette indisponibilité n'est pas une indisponibilité totale. La femme peut donc se ménager de manière à ce que la libido remonte un peu ou qu'elle soit néanmoins exprimée au moment des relations sexuelles avec son partenaire. Bon, ça c'est d'un. De deux, pour dire, le docteur Loris disait, il faut aussi donner conseil, il faut dire quelque chose par rapport aux hommes parce que nous ne sommes pas là pour seulement parler de la femme, etc., etc. C'est une situation de vie ou de couple. L'homme également, ayant réalisé que avec son épouse, la relation ou la libido est déjà diminuée, peut-être parce que, comme les autres panélistes l'ont dit, il y a une situation qui indispose la femme. C'est vrai que le docteur Nda disait tout à l'heure, et c'est vrai d'ailleurs, que beaucoup de fois chez la femme en situation de grossesse, la libido tend à être un peu plus exprimée, un peu plus manifestée que sur le plan quotidien normal. Mais s'il arrive que la situation soit plutôt vécue à l'inverse, l'homme devra également comprendre que sa femme ne doit pas être un objet sexuel pour une relation quelconque. Il faut en toutefois l'amener, la considérer et voir comment il
faut concilier la situation de manière à ce que lorsque l'acte sexuel se produit, que cet acte-là soit un acte qui apporte un assouvissement tant chez l'homme que chez la femme. Malheureusement, il arrive beaucoup de fois que l'homme se dise qu'il devrait tout simplement se soulager ou prendre du plaisir et repartir et laisser la femme dans un état quelconque. Donc, voilà le conseil que je peux donner à la femme et à l'homme. Savoir également se retenir. Avoir une épouse ne veut pas, pour ma part, ne veut pas tout évidemment dire qu'il faut avoir l'acte sexuel à tout moment qu'on en a besoin. Il faut prendre en compte la prédisposition de la femme. Il faut prendre en compte son état psychologique. Il faut prendre en compte son état émotionnel. Le docteur Véronique le disait tout à l'heure, la femme peut être dans un état d'épuisement quotidien. Elle est allée à ci, elle est allée à ça, etc. Mais comme la sexualité de l'homme est sommative, il arrive le soir et il en a besoin de ci ou de ça, sans plus tenir en compte que la femme peut être à un moment épuisée sur le plan physique ou corporel et en même moment sur le plan psychologique, vouloir engager un acte ou un rapport sexuel à des pareils moments n'est pas indiqué. Toujours prendre en compte la prédisposition du partenaire dans un acte sexuel qui peut s'arranger. Bon, Merci. voilà ce que je peux dire. Merci, docteur Maxime. Je ne sais pas si docteur Véronique voudrait ajouter quelque chose. Je pense que la plupart des choses ont été dites par le docteur. Donc, je dirais juste qu'il est légitime de rencontrer une femme qui vive dans la crainte de manquer d'amour. Ça, c'est courant et c'est normal. Maintenant, cette dame-là qui se retrouve avec un cerclage pendant sa grossesse, elle a vécu 2 événements traumatisants et il y en a même un 3e qu'elle redoute. Le premier événement, c'est une grossesse qui ne se passe pas bien, avec un risque de fausse couche ou un risque d'accouchement prématuré, donc pour laquelle on va donc mettre un cerclage. Ça, c'est un événement qui l'affecte dans son corps et dans son corps, dans le sommet de sa féminité, parce que ça concerne sa grossesse. Le deuxième événement douloureux, c'est le cerclage, qui est un acte chirurgical, qui est un acte invasif. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vit forcément bien. Et pourquoi moi, je n'ai pas une grossesse qui se passe normalement? Pourquoi moi, je suis obligée de vivre avec un fil? Pourquoi? Donc, il y a un tas de questions qu'on se pose. Est-ce que je ne suis pas assez forte pour pouvoir tenir cette grossesse jusqu'au bout, au point où j'ai besoin qu'on m'aide en attachant? Donc, on vit déjà avec quelque chose qui nous fragilise mentalement et émotionnellement. Ça fait en sorte que sexuellement, étant donné que la sexualité de la femme a un grand volet cérébral, sexuellement, on peut être affecté dans ce cas-là. Troisième chose, c'est qu'elle redoute cette fausse couche-là. Elle redoute cet accouchement prématuré parce qu'on lui explique bien en lui posant le cerclage qu'il y a des risques que ça ne se passe pas bien. Il y a des risques qu'elle saigne. Si elle saigne, on va devoir enlever. Elle peut accoucher avant. Donc, ça fait qu'elle est dans cet état d'esprit qui fasse en sorte qu'elle soit fragilisée. Mais malgré tout, c'est une bonne épouse parce qu'elle veut faire plaisir à son mari. Elle ne veut pas lui donner, à côté de ça, des raisons de pouvoir aller voir ailleurs. Mais première chose, c'est qu'il faut se dire également qu'il ne va peut-être pas aller voir ailleurs. Peut-être qu'il faudrait lui accorder un peu de crédit, lui faire un petit peu confiance, qu'il ne va peut-être pas aller voir ailleurs et que ça peut se passer très, très bien. Maintenant, autre chose que le docteur a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les femmes apprennent à se ménager. Oui, c'est important. Souvenez-vous ce qui l'attirait vers vous. Parce que là, c'est des débuts de solution. Qu'est-ce qui l'attirait avant vers vous? C'était parce qu'il vous voyait joviale, joyeuse, que vous étiez une source apaisante pour lui, que vous étiez belle, que vous sentiez bon. Enfin, souvenez-vous de ce qui l'attirait vers vous, ce qui l'a toujours attiré vers vous, et mettez-le en avant. Maintenant, vous n'allez peut-être pas y arriver complètement parce que vous-même, vous êtes fragilisé émotionnellement. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez dominer avec votre soignant. Il va vous expliquer en quoi consiste un cerclage. Comment on peut avoir un acte sexuel sans risquer de faire sauter son cerclage. C'est possible. C'est possible. Et ça, on peut vous l'expliquer en consultation. Donc, oui, souvenez-vous de ces éléments-là. Sachez qu'une grossesse cerclée, ce n'est pas une grossesse qui vous empêche de vivre votre sexualité de façon
épanouissante et qu'une des façons de faire plaisir à l'autre, c'est déjà de se faire plaisir. Parce que la plupart des hommes qu'on voit en consultation qui sont dans un état d'hypersexualité accouru d'une femme à l'autre, c'est souvent des hommes qui se sont retrouvés avec des épouses auprès desquelles ils ont eu l'impression de ne pas être hommes, de ne pas être assez viril, de ne pas être à la hauteur. Donc, il a besoin de sentir que vous prenez du plaisir, mais pour ça, il faudrait que vous-même, vous décidiez de prendre votre plaisir en main. Prenez les choses en main. Donc, s'il vous voit heureuse, il vous voit épanouie, il va se sentir renforcé dans sa virilité et il aura envie d'être là et de dire « je suis le mâle qui va, qui est bon ». Donc, voilà, il va prendre plaisir à être là. Souvent, il va voir ailleurs parce qu'il a l'impression que j'arrive plus, je ne l'attire plus, elle simule tout le temps, je ne suis pas bien, ça ne se passe pas bien parce qu'elle ne prend pas de plaisir. Donc, pensez à vous, ménagez-vous déjà, souvenez-vous des choses qui font en sorte qu'ils viennent vers vous et des choses qui vous plaisent chez lui. Et dites-vous que votre grossesse va aller jusqu'au bout avec une sexualité épanouie également. Donc, ne vous interdisez pas de prendre du plaisir. Merci beaucoup, docteur. Bon, la dernière question, je crois que d'ailleurs le docteur Véronique a commencé à y répondre. Quelqu'un qui a juste posé la question, comme on parle du cerclage, et qui demandait justement si on peut avoir des relations sexuelles lorsqu'on a un cerclage. Donc, c'est la dernière question que nous avons pour cette soirée. Je crois que le docteur Véronique avait déjà commencé du moins à y répondre, mais je voulais quand même poser la question puisqu'elle m'a été envoyée. Yes. Okay. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles avec un cerclage? Oui, c'est possible. C'est quoi un cerclage? C'est un nœud qu'on a mis sur le col et le col est situé à peu près, lorsqu'il est, l'utérus n'a pas de souci, le col est situé à peu près 7 cm au moins de votre orifice vaginal, donc 7 cm. La verge, lorsqu'elle est en érection, fait 12 cm, voire souvent un peu plus, entre 12 et 14 cm lorsqu'elle se met en érection. Alors, ce col à 7 cm, est-ce qu'il peut être touché? Oui, mais seulement en grossesse. La nature est tellement bien faite qu'elle a caché le col. Très souvent, le col est postérieur. Donc, pendant la grossesse, le col va encore beaucoup plus loin pour se mettre à l'abri. Donc, oui, on peut avoir un acte sexuel à condition qu'il soit un acte sexuel doux et non précipité. Parce que qu'est-ce qu'on veut préserver en mettant un cerclage? C'est qu'on veut éviter de faire une fausse couche ou un accouchement prématuré. Donc, si on stimule trop ce col-là, après, il peut se mettre en travail, il peut se modifier et favoriser donc la survenue des contractions et de cet accouchement qu'on redoutait. Donc oui, on peut avoir un rapport sexuel à condition qu'il soit déjà à distance de la période où on a été cerclé, parce qu'après un cerclage, il y a quand même un certain temps qu'il faut observer sans avoir de stimulation du tout de son col, donc il faut être au repos. On peut avoir donc une relation sexuelle à distance de ce moment-là, mais une relation sexuelle qui doit être douce, mesurée. L'acte sexuel ne se limite pas à la pénétration. On peut prendre plaisir avec d'autres gestes qui pourraient vous conduire tout aussi bien à l'orgasme qu'après un acte sexuel. Donc, ça ne se limite pas à la pénétration, mais une pénétration douce à distance des événements à risque pour votre grossesse. Ça veut dire que vous n'avez pas de douleur de contraction, le bébé bouge bien, vous n'avez pas de fièvre, il n'y a pas de tension ni de saignement au niveau d'écoulement au niveau vaginal, il n'y a pas de tension sur le cerclage, donc ça ne fait pas mal au niveau vaginal. Vous pouvez avoir des rapports sexuels doux. Merci, docteur Véronique, merci, docteur Maxime, et merci, docteur Andrenda. Nous sommes arrivés au terme de notre discussion parce que c'est toutes les questions que j'avais en cette soirée. J'espère que ceux qui sont avec nous ont pu apprendre. Et nous vous remercions d'avoir été là avec nous. Oh, encore une question? Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a une question. OK. Bon, nous allons prendre la dernière question et demander à Chancel, on doit, après la question ou les réponses à la question, pourra effectivement
nous unir dans la prière. OK? La question, oh, OK, comment avoir le plaisir sans la pénétration? Bon, je crois que le docteur Véronique était justement en train d'expliquer déjà. Bon, je ne suis pas du panel. Est-ce que le panel peut répondre? C'est la dernière question. Comment avoir le plaisir sans la pénétration? Voilà la question, notre dernière question de cette soirée. Bien que nous parlons du désir ce soir, hein, mais on nous pose une question sur le plaisir. Comment avoir le plaisir sans la pénétration? C'est une question très spécifique, hein, mais je crois que les panélistes peuvent s'en sortir. Allons-y, allez, c'est pas moi qui suis dans le panel, c'est vous. Allez-y. Bien, je voudrais dire rapidement, dans la suite du docteur Véronique, qu'effectivement, il est possible d'envisager la survenue d'un plaisir sans pénétration au regard de l'usage du corps, de la connaissance de son corps et de sa manipulation. L'usage du corps, la connaissance de son corps et de sa manipulation. Le docteur Véronique l'a dit, pour lâcher prise, pour ci, pour ça, il faut déjà connaître son corps, il faut déjà connaître quels sont les mécanismes ou les zones érogènes qui, lorsqu'elles sont stimulées, engagent une certaine recherche de plaisir. Et si le corps est dans la perspective de recherche de plaisir, forcément, il y aura l'atteinte du plaisir. Bon, comme je l'ai dit aussi quelque part, l'activité sexuelle, le docteur le disait aussi, ne se résume pas à la pénétration. La pénétration serait l'un des moments de fin ou de sortie d'un acte sexuel. Tout commence par l'acceptation du moment, ensuite par la manipulation du corps. Et selon les actes psychanalytiques, pour citer Freud, Freud parle de la phase d'excitation. C'est vrai que beaucoup de fois, il arrive qu'il y ait une confusion entre l'excitation et l'orgasme aussi. Bon, sans toutefois s'étendre, l'excitation, c'est le moment où la sexualité se prépare. Et prendre assez de temps à l'excitation du corps ou à sa manœuvre prédispose l'atteinte l'obtention du plaisir. Alors, jusqu'à la recherche, jusqu'à la décharge orgasmique, bon, si peut-être, il faut le dire de manière assez classique, manipuler son corps, connaître son corps en tant que femme, c'est que c'est peut-être les seins, le clitoris, en passant par d'autres zones qui peuvent être spécifiques à chaque femme. La manipulation suffisante de ces endroits ou de ces zones érogènes en ce qui concerne la recherche du plaisir sur le plan de la sexualité, l'obtention ou l'atteinte du plaisir. Voilà ce que je peux dire simplement. Merci, merci, docteur Maxime. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Je crois que le docteur Maxime a été très, très clair et très précis. Je pense que la dame a été suffisamment édifiée. Je pourrais ajouter modestement qu'il faudrait se souvenir que l'un des premiers organes érogènes chez l'être humain, c'est le cerveau. Donc, tout se passe dans la tête. Érotiser, c'est utiliser son cerveau. Le rapport sexuel, comme on l'a si bien dit, ne se limite pas à la pénétration. Vous voulez avoir du plaisir? Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est un état de bien-être. Est-ce que vous voulez avoir un orgasme? Ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez avoir du plaisir, même en dégustant une bonne glace au chocolat, vous pourrez avoir du plaisir. Mais est-ce que c'est de l'orgasme qu'il s'agit dans votre question? Alors, si c'est le cas, il faudrait que vous réappreniez à vous connaître. Des fois, on a l'impression de se connaître, mais on peut être surpris d'avoir d'autres zones érogènes que celles qui sont les plus classiques. Donc, réapprenez à vous connaître. Et pour ça, il faudrait que vous preniez du temps avec vous-même
mais que vous appreniez à communiquer cette activité-là, cette recherche de soi, de connaissance de soi à votre partenaire. Ça veut dire, un jour, vous décidez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pénétration, on va se découvrir. Donc, vous commencez à vous toucher, donc à apprendre à vous connaître physiquement, de connaître ce que vous aimez entendre, le timbre de la voix qui vous donne de l'émoi. Voilà, vous échangez comme ça. Il faut réapprendre à vous connaître, réapprendre à vous découvrir. Il y a des choses, il y a des parties de votre corps dont vous ignorez la sensibilité. Il y a beaucoup de choses que vous avez encore à explorer, très certainement. Donc, n'hésitez pas à explorer par vous-même et pourquoi pas avec votre partenaire, c'est encore mieux. Et là, Je voudrais ajouter. Ok, merci. Je voudrais ajouter, Docteur Nda. oui, je voudrais dire qu'en parlant de couple, le meilleur plaisir, c'est celui qui est partagé. Et je crois, lorsqu'on donne du plaisir, ça fait aussi plaisir. Donc, et je voudrais dire en passant que nous avons parlé de tout, sauf du rôle que la religion pourrait jouer. Le rôle modulateur, parce qu'un thème comme la sexualité est bien encadré par la parole de Dieu. Et je crois que nous serions heureux si nous pratiquions les prescriptions de la parole de Dieu. Et la personne qui a posé la question au début par rapport au désir qu'elle avait pour autre personne qui lui faisait des compliments que son mari, je crois que là également, on a donné toutes les réponses du point de vue technique, comment résoudre. Mais on peut trouver là aussi qu'il y a un problème qui peut être un problème spirituel. Donc, je voudrais juste mentionner ça en passant pour dire que d'abord, le plaisir égoïste tout seul, ce n'est pas ce que la Bible nous prescrit. Dans un couple, dans le cadre d'un foyer, ce plaisir doit être partagé. C'est pour ça qu'il faut écouter l'autre, il faut connaître ses besoins, il faut connaître à quel moment telle ou telle chose peut être faite. Donc, vraiment, dans une situation de couple, partageons, donnons du plaisir au lieu de penser à avoir du plaisir nous seuls et pas penser à l'autre. Voilà, je voulais juste terminer avec cette note. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Dr. Nda. Dr. Nda qui est aussi pasteur. J'ai oublié de mettre dans... Ah oui, tu l'as oublié, oui. J'ai oublié de mettre dans les multiples titres. Donc, nous disons vraiment merci à Dr. Nda qui nous rappelle justement la place aussi, n'est-ce pas, de la religion, de la parole de Dieu ou alors de notre relation avec Dieu, n'est-ce pas, dans tout ce que nous avons discuté en cette soirée. Donc, nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous allons inviter Chancel. Chancel est encore connecté. OK. Pardon. Oh, pardon. Nous allons inviter donc Chancel qui va nous unir dans la prière finale. OK. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette séance qui a été bien menée selon ta volonté. Et tu as permis que nous apprenions encore plus ce soir à travers tes enseignements et notamment sur le sujet sur la sexualité, qui est un sujet purement tabou dans des familles. Nous voulons te dire merci pour tous ces participants. Merci pour tous ceux-là qui nous ont donné des enseignements ce soir. Merci surtout à toi parce que tu es à l'origine de la sexualité et tu nous l'as donné pour notre bonheur, pour te glorifier en premier et pour notre bonheur. Nous voulons te dire merci, Papa, pour cela. Aide-nous à pouvoir l'enseigner à nos enfants parce que la famille, c'est la base.
Aide-nous, Seigneur, à pouvoir la pratiquer selon ta volonté dans nos foyers, Père éternel, parce que c'est ton désir. Merci, Père éternel, pour tous ces enseignements. Aide chaque participant ici, chaque personne, à pouvoir les mettre en pratique selon ta volonté. Bénis Loris, bénis sa famille, bénis les différents médecins qui ont intervenu, bénis chaque personne ici qui a été là et permets que nos familles soient différentes désormais et que tous ces problèmes liés à la sexualité soient désormais des problèmes résolus parce que tu nous auras enseigné. Sois béni pour toujours, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore pour tous ceux qui sont venus ici. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Au revoir à tous ceux qui sont venus de la France. Nous avons la France, le Cameroun, oui, le Gabon, Trinidad, chez moi. OK, donc passez une bonne soirée. Il se fait déjà tard chez vous. Chez nous, il est encore 17 heures. Donc, nous sommes encore loin avant de nous coucher. Yes, au revoir. Que Dieu vous bénisse. 2 heures, c'est ça? Yes, et à la prochaine. Tu peux arrêter. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Non, les enfants étaient là. Oui, ils ont suivi, mais on avait un problème de Wi-Fi. C'est pour ça qu'on s'est connecté tout à l'heure. Donc, il a fallu encore faire quelques réglages. Donc, je n'ai pas vraiment suivi. Pourtant, c'est intéressant et ça va un peu dans le sens de ce que je fais. Tu vois? Comme le médecin, elle expliquait en disant qu'il faudrait apprendre aux enfants que la sexualité n'est pas... En fait, il ne faut pas diaboliser la sexualité. Il faut apprendre aux enfants la sexualité. En fait, ça m'a un peu... Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, anyway, je t'enverrai l'enregistrement. Oui, j'en ai besoin. Je trouve ça intéressant. OK. Bon, que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous. Allez vous coucher. C'est mal de se coucher tard. Oui, il est 22 heures chez nous, donc on attendait juste la fin pour aller. D'accord. Merci encore de m'avoir convié. Au revoir. Au revoir. Doris. Oui. Est-ce que je travaille demain ou pas? Yeah. Je te rappelle après. OK. Au revoir, je vais arrêter.